Chers amis, bonsoir. Nous voici en direct du labo de l'édition et pour vous présenter nos solo-théâtres. Ce soir, une pièce que vous connaissez tous, Le Malade imaginaire de Molière. Vous êtes certainement assis tranquillement dans votre canapé ou même allongé dans votre lit ou dans un fauteuil, peut-être même dans un autre endroit. En tous les cas, j'espère que vous êtes bien pour assister à cette superbe pièce. Je vous souhaite une excellente soirée. Enfin seuls, faisons nos comptes. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. En ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols? Ah oui, mais monsieur l'apothicaire, il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols un lavement? Non, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà, 10 sols. Bon, plus du 10 jours, un bon clistère détersif suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols encore, avec votre permission, 10 sols. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative composée suivant l'ordonnance de monsieur Diafoirus pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres? Oh! Mais monsieur Florent sait se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Diafoirus, mon médecin, ne vous a pas ordonné de me mettre 4 francs. Allez, mettez 3 livres, s'il vous plaît. Plus du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols, 10 sols, monsieur l'apothicaire. Plus une potion cordiale et préservative, 5 livres. Oh, mais monsieur Florent, 5 livres. Tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 livres. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Ah bah je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à monsieur Diafoirus, mon médecin, afin qu'il mette ordre à cela. Bon, allons, qu'on monte tout ceci. Allez, allez. Il n'y a personne? J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Dring, dring, dring. Ils n'entendent point. Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Dring, dring, dring. Un point d'affaire. Dring, dring, dring. Non mais ils sont sourds. Toinette. Dring, dring, dring. Mais tout comme si je ne sonnais point. Ah la chienne, la coquine. J'enrage. Dring, dring, dring. Non mais carogne à tous les diables, est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Dring, dring, dring. Non mais voilà qui est pitoyable. Dring, dring, dring. Ah mon Dieu, mais ils me laisseront ici mourir. Dring, dring, dring. Ah, on y va, monsieur. Toinette, chienne de servante, carogne. Ah, mais d'entre soit faite votre impatience, monsieur. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Ah, traîtresse. Ah, mais il y a 1 heure. Ah, tu m'as laissé. Ah, mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Si vous querellez, je pleurerai. Ah, mais me laisser un signe, traîtresse. Ah,
Quoi? Faudra encore que je n'ai pas le plaisir de te quereller? Mais querellez tout votre sou, monsieur, je le veux bien. Oh, allons, allons, faut en passer par là. Allez, ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré, Toinette? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Oh, ma foi, monsieur, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Fleurant à y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Diafoirus s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Mais taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. Ah, ben la voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. On vous demande en mariage. Ah, je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Oh, je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fasse religieuse. Elle ne voulait point consentir à ce mariage. Mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Je n'ai pas encore vu la personne, hein, mais on m'a dit que j'en serais content, et toi aussi. Ah, assurément, mon père. Je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Oh, mais j'en suis bien aise. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Ah oui, mon père. Agréable de sa personne. Assurément. Qui parle bien latin et grec. Ah, c'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Mais qui vous l'a dit? Mais monsieur Diafoirus. Est-ce que monsieur Diafoirus le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son fils. Cléante, fils de monsieur Diafoirus? Mais quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le fils de monsieur Diafoirus, mon médecin. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus. Et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, monsieur Diafoirus, monsieur Fleurant et moi. Eh bien, qu'est-ce? Vous voilà tout est bobby. C'est mon père que... Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Quoi? Monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Mais oui, de quoi te mêles-tu, coquine de servante, impudente que tu es? Mon Dieu, mais tout doux. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Mais ma raison est que, me voyant infirme et malade, comme je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires. Eh bien, voilà dire une raison. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudente! Bien, oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et même plus malade que vous ne le pensez, peut-être. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une bonne fille doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Mais ma fille. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Mais j'ai en affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense.
Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et Monsieur Diafoirus est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Ouh, faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Mais 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, bon, tout cela est bel et bon. Mais je vous conseille, entre nous, de choisir à votre fille un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Mais je veux moins que cela soit. Mais ne dites pas cela. Mais pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Mais elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon? Comment bon? Vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non, non, non. Mais voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Mais je l'aurai. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Oh, une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, hein, mon petit papa mignon prononcé tendrement. Tout cela ne fera rien. Oui, je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Mais je ne suis point bon. Mais je suis même méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Bon, je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Enfin, où donc est-ce que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Insolente! Il faut que je t'assomme, viens ici! Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Mais viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse à ne point vous laisser faire de folie. Mais chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bandarde! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carogne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Mais Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, Angélique, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, mais je n'en puis plus, mais... voilà pour me faire mourir. Oh, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Oh, mamie, on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Mais c'est votre coquine de Toinette, là. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. M'amour, cette coquine-là me fera mourir. Il y a je sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon petit mari, cette servante est adroite, soigneuse et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame! Pourquoi mettez-vous donc mon mari en colère ainsi? Moi, madame? Hélas! Je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. La traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Eh bien, il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Oh, m'amour, mais vous la croyez? Mais elle m'a dit sans insolence. Bon, eh bien, je vous crois, mon ami. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari encore, je vous mettrai dehors. Allez, donnez-moi des oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Hein? Vous voilà je ne sais comment, mon petit mari. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Oh, mamie, oh, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi.
Levez-vous que je mette cet oreiller sous vous. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Là, là, mon petit mari. Apaisez-vous un peu. Oh, mamie, oh, vous êtes toute ma consolation. Oh, je veux, mamie, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, non. Ne parlons point de cela. Je vous prie, le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Mais je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Ah, bah tiens, le voilà que je l'ai amené avec moi, justement. Mais faites-le donc entrer, m'amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez, monsieur le notaire. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur le notaire, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. La coutume y résiste. Ah ben voilà une coutume bien impertinente. J'aurais envie de consulter mon avocat. Des points à des avocats qu'il faut aller, car ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont genre de difficultés. Non, il y a d'autres personnes qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en priver mes enfants? Eh bien, vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez par votre testament tout, et cet ami, ensuite, le lui rendra. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent ou des billets. Ah, mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon petit mari, je ne veux plus rester au monde. Oh, m'amour, vous me fondez le cœur. Consolez-vous, je vous en prie. Oui, ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Diafoirus m'avait pourtant dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Bon, il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans mon alcôve et 2 billets. Ah non, je ne veux point de tout cela. À combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ah non, ne me parlez point de bien, je vous prie. À de combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Oh, tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Ah ben oui, monsieur, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit mari. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, je suis Cléante, je veux savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Ah oui, mais on ne parle pas comme ça de but en blanc à Angélique. L'on vous a dit, l'étroite garde où elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir ni parler à personne, et nous nous sommes bien gardés de ne parler de la naissance de votre passion et de cette aventure. Mais aussi, ne viens-je pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme amie de son maître à chanter de musique? Ah, voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur, je voulais vous dire que voici un homme qui veut parler à vous. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille.
il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours, et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons. Ah ben, fort bien, fort bien. Un plan angélique. Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé au chant. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, ciel! Mais qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est mon père. Mais quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. Mais comment? Eh bien, j'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux, mademoiselle, que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugiez digne de vous tirer. Ah, voici votre médecin, monsieur Diaphorus le père, ainsi que monsieur Diaphorus le fils, qui viennent vous rendre visite. Ne vous en allez point, monsieur le maître à chanter, c'est que je marie ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a pas encore vu. Ah, monsieur Diaphorus, vous m'avez défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Oui, je reçois, monsieur. Nous venons ici, monsieur, Avec beaucoup de joie, mon fils Thomas et moi, l'honneur que vous me faites, vous témoigner, monsieur, et j'aurais souhaité le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous, de la grâce que vous nous faites. Mais vous savez, monsieur, de bien vouloir nous recevoir, ce qu'est un pauvre malade, et vous assurer qui ne peut faire autre chose que dans toutes les choses qui dépendront de notre métier, que de vous faire connaître, monsieur, nous serons toujours prêts, monsieur, qu'il est tout à votre service, à vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas, avancez et faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer, papa? Oui, évidemment. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé, Thomas. Allons, saluez monsieur. Doit-ce faire un baiser? Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque... Mais je n'ai pas à ma femme, c'est à ma fille à qui vous parlez. Ah! Où donc est-elle? Mais elle va venir... Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'ores en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle,
que je n'ambitionne autre gloire que d'être toute ma vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Ah bah voilà ce que c'est que d'étudier, hein, on apprend à dire de belles choses. Que dites-vous de cela, monsieur le maître à chanter? Ah bien que monsieur fait des merveilles, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Allons, 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 vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils, hein, et je vous trouve bien heureux de voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns. On eut d'ailleurs toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Mais il a fini par obtenir sa licence de médecine. Il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il est ferme dans la dispute, fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais, sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne connais pas à ces choses-là. Donnez toujours cette thèse. Elle sera bonne à prendre pour l'image. Ça servira à décorer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Ah bah le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on peut le souhaiter, et qu'il est du tempérament qu'il faut pour procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Ah bah oui, cela est plaisant. Et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres médecins vous les guérissiez. Vous n'êtes point d'eux auprès pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils peuvent. Mais cela est vrai. Monsieur, faites un peu chanter ma fille là devant la compagnie. Eh bien, j'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît. Je n'ai pas une voix à chanter. Mais ici, il suffit que je me fasse entendre. Les vers en sont-ils beaux C'est proprement ici un petit opéra impromptu. Ah ben fort bien, écoutons. Eh bien, nous chanterons donc les amours malheureux du berger Tircis et de la jolie bergère Phyllis, que son père veut marier de force à une brute. Voici.
Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? Oh, je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Ai-je bien entendu, hélas? Redites cela, Phyllis, que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime, je vous aime. Mais un père, à ses vœux, vous veut assujettir. Plutôt mourir, que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Mais que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Ben voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Non, 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 en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Et montrez-moi ce papier. Bah, où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Ah, fort bien. Ah ben je suis votre serviteur, monsieur. Enfin, jusqu'au revoir. Et nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme. M'amour, voilà le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravi d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Oh, madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi, comme à votre mari. Mais, mon père... Eh bien, quoi, mon père? Qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous le temps de voir naître en nous cette inclination nécessaire à composer une union parfaite. Ah, quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi. Et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, 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 cela aura tout loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, mais donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Oui, je joue ici un plaisant personnage entre vous deux. Si j'étais que de vous, mon petit mari, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire. La mettre dans un couvent. Oui, je sais les bontés que vous avez pour moi, madame. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez bons pour être exécutés. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Il y en a, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour s'enrichir par la mort de celle qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façon, ils regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là.
Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que... Il n'y a d'égal que votre insolence. Mais non, madame, vous avez beau dire... Bon, écoutez, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Et vous, mamie, ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Bon, je suis fâché de vous quitter, mon petit mari, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis pas me dispenser. Je reviendrai bientôt. Oh, allez, m'amour, et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que nous avons dit. Adieu, mon petit mari. Adieu, mamie. Oh, voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon petit mari, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé quand il m'a vu. Un jeune homme? Avec ma fille? Oui, et votre petite fille Louison était avec eux, qui pourra vous en dire sûrement des nouvelles. Oui, envoyez-la ici, m'amour, envoyez-la ici. Oh, on l'effrontait. Louison! Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui, avancez là, Louison. Levez les yeux, regardez-moi. N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu. N'est pas là ce que je demande. Et quoi donc? Mais rusé, vous le savez bien. Ne vous ai-je pas recommandé de venir me dire tout ce que vous voyez? Ah oui, mon papa, je suis venu vous dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Oh, ça, je m'en vais vous venir voir le fouet, moi. Ah non, mon papa. Ah, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur? Voici qui vous apprendra à mentir. Ah, mon papa, ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis morte. Oula. Qu'est-ce là? Louison? Louison? Ah, ma fille! Ah, ma pauvre fille est morte! Ah, mais qu'ai-je fait, misérable? Oh, chien du fouet! La peste soit du fouet! Oh, ma pauvre petite Louison! Oh, pauvre petite Louison! Là, mon papa, ne pleurez point tant. Je ne suis pas morte tout à fait. Oh, voyez-vous! Oh, la petite rusée! Oh, je vous pardonne pour cette fois-ci, mais pourvu que vous me disiez bien tout. Ah oui, mon papa. Mais ne dites rien à ma sœur. Non. Bon, et alors, c'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme j'y étais. Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter de musique. Elle lui a dit « Sortez, 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 mon Dieu, vous me mettez au désespoir. » Et lui, il ne voulait pas sortir. Il disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et après? Et après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a point autre chose. Ah non, mon papa. Oh, eh bien, nous verrons cela. Allez-vous-en et prenez bien garde à tout, hein, allez. Oh, il n'y a plus d'enfants que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Toinette, que voulez-vous?
Monsieur, le frère de monsieur, n'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant. J'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre convenance pour le dégoûter de son monsieur Diafoirus et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Laissez-moi faire et agissez de votre côté. Ah, voici notre homme. Sur quelle pensée, mon frère, voulez-vous donner votre fille en mariage au fils d'un médecin? Mais sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère, ou pour elle, ou pour vous? Oui, il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Mon frère, je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Oh, ben vous êtes un grand docteur, est-ce que je vois? Mais je voudrais bien qu'il y ait ici quelqu'un de ces messieurs pour rabaisser votre caquet. Entre nous, j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Oh ben c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. Oh ben, c'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigaud de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, eh ben je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je lui dirais « Crève, crève, Molière, ça t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. » Vous voilà bien en colère contre lui. Ben oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Ben tant pis pour lui s'il n'a point recours au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Bon, les sottes raisons, voilà. Bon, tenez, mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, parce que cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Que pour le choix d'un gendre, on doit s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Ah, mon frère, voici mon apothicaire, monsieur Fleurant, qui vient pour me faire prendre un petit lavement, là. Vous vous moquez. Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu au repos. Monsieur Florent, au revoir. Mon frère, vous me le renvoyez? Vous serez cause ici de quelque malheur? Oh, le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Diafoirus a ordonné. Mais vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous jaseriez tant, hein? Ah, voici monsieur Diafoirus. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Non, monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi, c'est mon frère qui... Inventé et formé dans les règles de l'art, et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. C'est mon frère qui... C'est une action exorbitante. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause que... Un crime
de lèse-faculté, qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je romps commerce avec vous, que je ne veux plus d'alliance avec vous, et que pour finir toute liaison avec vous, voilà comment je déchire la donation que je faisais à mon fils en faveur du mariage. Non mais, c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon Clistère. Mais faites-le venir, je m'en vais le prendre tout de suite. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu, et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Mais ce n'est pas ma faute, c'est mon frère. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Mais point du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Ah mon Dieu, et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Miséricorde, que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Diafoirus, de la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Diafoirus, de la dyspepsie dans l'apepsie. Monsieur Diafoirus, de l'apepsie dans la lianterie. De la lianterie dans la dysenterie. Monsieur Diafoirus, de la dysenterie dans l'hydrampisie. Et de l'hydrampisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie! Votre folie! Mon Dieu! Je suis mort! Mon frère! Vous m'avez perdu! Mais quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en puis plus! Je sens déjà que la médecine se venge! Ma foi, mon frère, vous êtes fou! Et je ne voudrais pas qu'on vous vît faire tout ce que vous faites. Il me semble à vous entendre que monsieur Diafoirus tienne dans ses mains le filet de vos jours, et que d'autorité suprême il vous l'allonge et vous le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de monsieur Diafoirus est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Ah, monsieur! Voilà un monsieur qui vous demande. C'est un médecin. Quel médecin, Antoinette? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas. Mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais pas sûr que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Faites-le venir. Habillons-nous en médecin afin de lui faire entendre raison sur sa maladie. Monsieur! Agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Par ma foi, nom de diable, voilà Toinette elle-même. Si je les voyais tous les deux, je croirais que ce n'est qu'un. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur le médecin, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et rigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, ces rhumatismes et ces migraines. Non, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, car c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire,
que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Bon, donnez-moi votre pouls. Ouh, allons donc, qu'il batte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez, oui. Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Diafoirus. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dites-vous que vous êtes malade? Il m'a dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Ben, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Ah ben justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens aussi parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Ah, ben le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Ah, le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Eh bien, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? M'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir de petits prumeaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Mais surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Oh ben, mais vous m'obligerez beaucoup. Ah, et dites-moi, que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Mais oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oui, mais vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt et vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Bon, adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Bon, jusqu'au revoir. Jusqu'au revoir. Me couper un bras et me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Ah, monsieur, je suis votre servante. Je n'ai pas envie de rire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, Toinette, te voilà enfin. Mais votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter le pouls en partant, là. Oh ben, voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Oh, ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Diafoirus brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour votre nièce? Mais non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ben, je vous entends, vous en revenez toujours là et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère,
C'est votre femme que je veux dire. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle et que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice. Et qui aime monsieur. Qui l'aime. Mais on ne peut pas dire jusqu'à quel point. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle m'a faites. Ah ben cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure monsieur le frère de monsieur comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je le tire d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez alors la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Monsieur le frère de monsieur, cachez-vous là, vous, dans ce coin-là. Mais Toinette, n'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Mais non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Ah, voici madame, tenez-vous bien. Ah mon Dieu! Ah, malheur! Quel étrange accident! Eh bien, qu'est-ce, Toinette? Ah, madame! Votre mari est mort! Mon mari est mort? Hélas, oui, madame! Personne ne sait encore cet accident-là. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, regardez, le voilà, tout de son long dans cette chaise. Oh, le ciel en soit loué. Me voilà délivré d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Ah, mais je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens et grondant jour et nuit, servante et valet. Ah, voilà une belle oraison funèbre. Bon, il faut, Toinette, que tu m'aides. Tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé mes plus belles années sans fruit auprès de lui. Allez, viens, Toinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Oh, doucement, madame ma femme. Ah, Oui, madame ma femme. C'est ainsi que vous m'aimez? le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Sortez, sortez, madame, je vous chasse et je ne veux plus jamais vous voir. Oh, bah, par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille, monsieur. Remettez-vous comme vous y étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Oh ciel! Oh fâcheuse aventure! Oh malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette? De quoi pleures-tu? Hélas! J'ai de tristes nouvelles à vous donner, Angélique. Quoi? Votre père est mort! Oh ciel! Oh, quelle infortune! Hélas, faut-il que je perde mon père et dans un moment où il était irrité contre moi? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Ah, Cléante, vous voilà! Hélas, je pleure tout ce que j'ai dans la vie, tout ce que je pouvais perdre de plus cher. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel! Quel accident! Hélas, je venais tâcher de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Oh, Cléante, laissons là toutes les pensées du mariage. Oui, mon père, si
si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Ah, ma fille! Ah, mais oui, Viens, n'aie point de peur, ma fille, je ne suis pas de mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. oh, quelle surprise agréable, mon père! Oh, je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous me refusez Cléante pour époux, ne forcez point d'en épouser un autre. Monsieur, je me jette à mes pieds aussi. Laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes. Mon frère, pouvez-vous tenir là contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Eh bien, qu'il se fasse médecin et je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il n'attient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Mais oui, cela est vrai. Mais il faut savoir bien parler latin, non? Connaître les maladies et les remèdes. Oh, en recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela, et vous serez même plus habile que vous ne voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, toute sottise devient raison. Et tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Mais comment tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Oui, une faculté d'une de mes amies viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Moi, mais que dire, que répondre? On vous instruira en 2 mots, et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez-vous-en vous mettre en habit décent, je vais les envoyer quérir. Allons, voyons cela. Oui, le carnaval l'autorise, allons vite préparer cette cérémonie.